rien. Chapitre 8. Réaction en chaîne. Non seulement Ernest Lemon ne nous avait rien appris, mais Tim était maintenant recherché pour meurtre. En passant devant les magasins qui vendaient des téléviseurs, sur le chemin de Paddington, je vis que le journal de 13 heures avait déjà commencé. Tim en était le sujet principal. Pourtant, il n'était encore que midi. C'est vous dire combien les journalistes prenaient la chose au sérieux. Nous avions décidé de retourner à la pension de famille de Madame Jackson. Ce n'était peut-être pas une idée géniale, mais nous avions besoin de nous cacher quelque temps afin d'analyser la situation. De mon côté, j'avais déjà commencé à réfléchir un peu. Quoi qu'il arrive, nous devions retrouver Charon. C'était le seul moyen de prouver l'innocence de mon frère. « Je n'y comprends rien !» marmonna Tim alors que je refermais la porte de notre chambre au premier étage de la pension de famille. « Qui est Lemon? Qui l'a tué et pourquoi ?» Je pris une longue inspiration avant de répondre. « C'est Charon qui a tué Lemon, Tim. MacGuffin avait sans doute découvert qu'il serait la prochaine victime. C'est pourquoi il a entouré d'un trait sa photo dans le journal. »« Mais pourquoi voulait-on tuer Lemon ?»« Lemon était promoteur immobilier. » répondis-je naturellement, frappé par une évidence. Personne n'aime les promoteurs immobiliers. Donc je suppose que quelqu'un a payé Sharon pour éliminer Lemon. L'homme qui faisait la quête pour les secouristes. C'était Charon. Et maintenant qu'il en a fini avec Lemon, il va s'occuper de sa prochaine victime. Tu veux parler de Boris Goudenov? Boris Kuzenov, et nous devons l'en empêcher. Bon, comment? Nous allons à Amsterdam. Tim sursauta. Ce n'est pas le moment de partir en vacances, Nick. Je secouai la tête et montrai le ticket orné du patin à glace que j'avais découvert dans la chambre d'hôtel de MacGuffin. Rappelle-toi, Tim, dis-je. Il y avait 2 indices dans la chambre de MacGuffin, la photo de Lemon et ceci. Et alors? Demanda-t-il en prenant le ticket. Regarde le numéro. 86, lut Tim. Ça ne lui évoquait rien, mais pour moi, tout devenait clair. J'aurais dû y penser plus tôt. Waverly nous a dit que MacGuffin travaillait avec les services secrets hollandais, souviens-toi. Il a précisé que l'agent contacté par MacGuffin portait une sorte de numéro de code, et ce numéro était le 86. 86 s'exclama Tim. Le même numéro que le ticket. Exact. Et maintenant que nous apprend ce ticket? Tim loucha dessus et lut. Amstel ich ben. Amstel, qu'est-ce que c'est à ton avis? Je ne sais pas. Moi, je savais. Quelques 200 heures de cours de géographie au collège avaient quand même porté leurs fruits. L'Amstel est une rivière, Tim. Une rivière qui coule à Amsterdam. Ce ticket vient sans doute d'une patinoire d'Amsterdam. Il est probable que MacGuffin et l'agent 86 s'en servaient comme lieu de rendez-vous. Et si nous allons là-bas, nous rencontrerons peut-être 86. Et il pourra peut-être nous aider à retrouver Charon. « Tu as raison, Nick !» s'exclama Tim en agitant le ticket d'un geste triomphant. Déjà, il reprenait l'idée à son compte. « Allons à Amsterdam !»« Attends-moi ici. » Je me glissai hors de la chambre. Une sourde inquiétude me tenaillait depuis que nous étions rentrés. Il planait dans la pension de famille une atmosphère qui me mettait mal à l'aise. Rien à voir avec le papier peint décoloré ni les hoquets des radiateurs. Je venais enfin d'identifier ce que c'était. Nous n'avions croisé personne en arrivant. Le salon était désert et, encore maintenant, tout était silencieux. Trop silencieux. Je longeai le couloir sur la pointe des pieds. Je voulais savoir ce que Madame Jackson et ses pensionnaires faisaient, et pourquoi ils ne s'étaient pas montrés pour nous accueillir. Ils se tenaient tous dans la cuisine. Or, la cuisine se trouvait juste au-dessous de la salle de bain du premier étage. En m'allongeant sur le parquet, l'oreille collée contre un interstice, je distinguais leur voix aussi nettement que si j'étais en bas. D'ailleurs, j'y étais presque. Une planche de bois, une couche de plâtre et seulement 4 centimètres de poussière me séparaient d'eux. « C'est lui !» disait Madame Jackson. Elle s'efforçait de chuchoter, mais sa voix vibrait. Elle frôlait la crise d'hystérie. « Il a attaqué la banque, et ensuite il a assassiné cet homme, j'en suis sûr !»
Madame Jackson avait regardé la télévision. Pas de chance. Calmez-vous, Madame Jackson. Ça, c'était l'allemand, Monsieur Weber, Il est en haut dans la chambre numéro 5. poursuivit-elle à mi-voix. Il pourrait bien s'en prendre à nous maintenant. Où est monsieur Blondini? Ficelé dans la baignoire. Vous feriez bien d'aller le détacher. Il y eut un petit déclic lorsque la porte s'ouvrit. Puis Monsieur Fergusson, l'homme qui avait le vertige, prit la parole pour dire ce que je redoutais tant d'entendre. Pourquoi ne pas appeler la police? Bien sûr, Acquiesça Madame Jackson. tout de suite. Je vais chercher le numéro du commissariat. Je sortis de la salle de bain et regagnai notre chambre. Il faut filer d'ici, Tim. Madame Jackson est en train d'appeler la police. Tim bondit du lit. Les ressorts bondirent eux aussi. Son visage avait pris la couleur des draps, vert pâle. Faisons nos valises, s'écria-t-il. Nous n'avons pas de bagages. Alors partons. J'ouvris la porte et m'aventurai dans le couloir sur la pointe des pieds. Je comptai les secondes dans ma tête. Madame Jackson avait-elle déjà prévenu la police? Combien de temps leur faudrait-il pour arriver à la pension? Je calculai qu'il nous restait environ 5 minutes. Tout ce que nous avions à faire, c'était de nous éclipser sans nous faire remarquer. Les vieilles maisons sont bizarres. Si vous essayez de vous faufiler sans bruit, elles se mettent à craquer, à gémir, à tout faire pour vous dénoncer. Nous avions atteint le palier. La porte d'entrée était juste en face de nous, et il n'y avait personne dans le hall. Mais la pension elle-même semblait nous épier. J'avais l'impression que les murs se resserraient autour de nous, que les ombres s'étiraient pour nous barrer le passage. Au bas des marches, il n'y avait toujours personne en vue. Je commençais à croire que nous avions réussi lorsque Allons-y. c'était la voix de Madame Jackson. Elle s'était cachée derrière la porte du salon. Tim faillit sauter au plafond. Moi, j'eus plutôt l'impression que c'était le plafond qui me sautait dessus. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Il y eut soudain du remue-ménage dans le vestibule, le bruit d'une cavalcade, et avant que nous ayons eu le temps de réagir, Monsieur Fergusson, Monsieur Weber et Harry Blondini bondirent sur nous. On saisit l'un de mes poignets, puis celui de Tim. La surprise nous avait paralysés, et maintenant, il était trop tard. Je sentis le contact froid du métal contre ma main. Quelque chose tinta, cliqueta. On nous poussa en avant. Madame Jackson surgit du salon devant nous et, jamais je ne l'en aurais cru capable, elle tenait un revolver. En essayant de remuer la main, je compris ce qu'elle avait fait. Elle m'avait enchaîné à Tim avec des menottes. Ne bougez pas. Ordonna Madame Jackson. C'est le revolver de mon défunt mari. Et il fonctionne encore. Tim voulut lever les mains au-dessus de sa tête. La chaîne me tira brutalement le poignet, mais je gardai la main baissée. Si bien que Tim se retrouva avec une seule main en l'air, comme un élève qui veut poser une question. Moi aussi j'aurais bien posé une question. Où avait-il déniché ces menottes? Puis je me souvins du métier de Monsieur Blondini, le contorsionniste, roi de l'évasion. D'un mouvement de son revolver, Madame Jackson nous indiqua l'entrée du salon. Les 3 pensionnaires trottinèrent derrière nous. « Nous avons réussi !» s'exclama Monsieur Blondini d'un air réjoui, sanglé dans sa camisole de force favorite. « Qui l'eût cru ?» dit Madame Jackson d'une voix fébrile. Le revolver tremblait dans sa main. « Un dangereux criminel dans ma maison. » « C'est faux !» protestai-je. « C'est exact !» acquiesça Tim. « Je n'y suis pour rien. » Tim n'a rien fait, Madame Jackson. Vous devez me croire, il est innocent. Laissez-nous partir. Mais Madame Jackson ne voulut pas en démordre. « La police sera là dans 5 minutes. » lança-t-elle d'un ton sévère. « On verra bien s'ils vous laissent partir. » Je regardai autour de moi dans l'espoir de trouver un moyen de sortir de ce mauvais pas. Mais je ne pouvais rien faire tant que Madame Jackson pointait son revolver. Le revolver. Ce n'était pas la première fois que l'on me visait ainsi. Le gros, Johnny Powers, le grand Ed, tous m'avaient pris pour cible à un moment ou à un autre. Pourtant, en observant Madame Jackson, je décelai quelque chose d'anormal. Ce n'était pas elle, mais la façon dont elle tenait son revolver. Ou peut-être était-ce le revolver même qui était anormal. Tout à coup, je compris. « Vous avez une cigarette, Madame Jackson ?» demandai-je. « Vous êtes trop jeune pour fumer. » répondit-elle en fronçant les sourcils. « Alors pourquoi m'offrez-vous du feu ?» dis-je en montrant le revolver de ma main enchaînée.
La main de Tim suivit le mouvement. Mais que... Bredouilla-t-il. À ce moment, la cloche de la porte tinta. La police était là. Fonce, Tim criai-je. Entraînant mon frère avec moi, j'écartai Madame Jackson et m'élançai vers l'escalier. L'hésitation de Tim me causa une vive douleur dans le poignet. Il craignait peut-être que la vieille dame tire sur nous avant que nous ayons eu le temps d'atteindre la première marche. J'étais moins inquiet. Ce n'était pas un vrai revolver que brandissait Madame Jackson, mais un briquet fantaisie. Comment avais-je deviné? L'intuition, sans doute. Mais je dois avouer que le mot Dunhill, célèbre marque de briquet, gravé sur le canon m'avait un peu aidé. Nous grimpâmes les marches 4 à 4 et côte à côte. Je ne savais pas où j'allais, mais la police était devant la porte et il n'y avait pas d'autres issues. Au moment de nous élancer dans le couloir, j'entendais Madame Jackson crier. « Ils sont au premier étage, chambre 5. » Encore un endroit qui nous était interdit. Je fonçai avec Tim jusqu'au 2e étage et, cette fois, ce furent les pas des policiers qui résonnèrent sur les marches. La menotte me blessait le poignet et le sang n'irriguait plus le bout de mes doigts. Mais j'avais tellement peur qu'il me semblait que mon sang n'arrivait plus nulle part. « Où allons-nous » dit Tim. Madame Jackson nous avait aidés sans le vouloir en annonçant aux policiers que nous étions dans la chambre 5, car c'est là qu'ils se rendirent. On les entendait, à l'étage du dessous, brailler leurs semonces à travers la porte. Ils n'allaient pas tarder à l'enfoncer. Ça nous laissait encore quelques instants pour déguerpir. Le couloir se terminait par une fenêtre. J'y courus en entraînant Tim. La fenêtre donnait sur l'arrière de l'hôtel. Il y avait une allée large de 2 mètres à peine, puis une petite bâtisse dont le toit se trouvait un peu en contrebas. Il était à plat et recouvert de goudron noir. « On peut sauter, Tim. »« Non, on ne peut pas. »« Il le faut. » Il y eut soudain un terrible vacarme. Les policiers venaient de défoncer la porte de la chambre 5, et sans doute le mur avec. Puis ils se mirent à hurler. J'ouvris la fenêtre et montai sur le rebord. Les menottes ne facilitaient pas les choses. Je jetai un coup d'œil en bas pendant que les policiers mettaient notre chambre à sac. Ils ne cessaient de brailler. On eût dit qu'ils s'amusaient comme des fous. « Saute, Tim !» Je m'élançai. Tim en fit autant. À nous deux, nous formions une sorte d'oiseau préhistorique maladroit. Pendant un horrible moment, je crus ne jamais y arriver. Et si je n'y arrivais pas, Tim non plus. Car la chaîne qui nous reliait le précipiterait en arrière et nous finirons en tas d'os sur le pavé. Mais soudain, mon torse entra brutalement en contact avec le toit goudronné. Mes jambes balançaient dans le vide, mais j'étais sauvé. Je basculai sur la droite. Tim était allongé à côté de moi. « C'était moins une !» souffla mon frère en s'essuyant le front. Et comme il avait levé sa main enchaînée, je dus moi aussi lui essuyer le front. Le bâtiment sur lequel nous avions atterri était un immeuble de bureaux. Un vasistas dans le toit qui nous permit de rejoindre un petit escalier, puis une porte vitrée, et nous voilà dans la rue. Personne ne nous vit partir. Une douzaine de véhicules stationnaient le long du trottoir, mais tous les policiers surveillaient la pension de famille. Il nous fut donc facile de nous éclipser sans être remarqués. Tim et moi marchions en nous tenant la main. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous étions très attachés l'un à l'autre. Traverser Londres, une nouvelle fois, présentait des risques. Mais nous n'avions pas le choix. Pour aller à Amsterdam, nous devions prendre le bateau à Douvres. Et pour aller à Douvres, nous devions prendre le train à la gare Victoria. Cela signifiait qu'il nous faudrait marcher main dans la main à travers toute la ville via Hyde Park et Knightsbridge. Vous n'imaginez pas combien il est difficile d'avancer au milieu de la foule quand on est relié à quelqu'un par 15 cm de chaîne. Après que nous nous fûmes empêtrés dans une contractuelle, deux réverbères et la laisse d'un chien pékinois, Tim tenta de héler un taxi. Ma main se leva avec la sienne. 2 taxis convergèrent en même temps vers nous et entrèrent en collision au milieu de la rue. Les laissant régler leur compte, nous plongeâmes dans une station de métro. C'était l'heure de pointe et les gens étaient tellement entassés que nous aurions pu avoir des menottes aux chevilles et au cou sans que personne ne le remarque. Nos chances d'atteindre la gare Victoria étaient de 1 contre 1000. Pourtant, nous réussîmes. En débouchant sur l'esplanade devant la gare, où un embouteillage de taxis et de bus formait une étonnante mosaïque noire et rouge, il ne nous restait plus qu'à trouver le bon train. « Où sont les guichets ?» murmurai-je comme pour moi-même sans attendre de réponse. Malheureusement, Tim m'entendit. « Je vais demander !» dit-il en se retournant aussitôt pour questionner quelqu'un. « Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouvent les guichets pour acheter les billets ?»
Certainement, monsieur, à votre service. C'est à gauche après la porte centrale. C'est le « à votre service » qui m'alerta. Je me retournai d'un bond et faillis mourir d'une crise cardiaque. Tim n'avait rien trouvé de mieux que de s'adresser à un agent de police. Cela n'aurait rien eu de dramatique s'il en était resté là. Mais réalisant son étourderie, il devint soudain tout rouge et se mit à gémir en se cachant la tête derrière son bras. Si l'agent de police n'avait rien remarqué d'anormal jusque-là, cette fois, c'était fait. Je poussai rapidement Tim devant moi. Trop tard. D'un coup d'œil par-dessus mon épaule, je vis l'agent s'élancer à notre poursuite et sortir un émetteur radio pour donner l'alerte. Désormais, impossible d'acheter des billets. La police allait commencer par nous chercher devant les guichets. Notre seule chance était de quitter Victoria le plus vite possible. Dans un train. J'entraînais-il à travers la foule. Un express partait dans 10 minutes à destination de Douvres. Allait-il démarrer avant que la police nous arrête? Je décidai de courir le risque. C'était un vieux train. Quand il s'ébranla quelques minutes plus tard, toutes les pièces métalliques se mirent à grincer. Je crus que les wagons allaient se désintégrer. Les voitures étaient composées de compartiments séparés pour 8 personnes, avec une porte coulissante ouvrant sur un étroit couloir. J'avais l'impression de remonter le temps et je m'attendais presque à voir de la fumée passer devant les fenêtres, comme à l'époque des locomotives à vapeur. Nous cherchions un compartiment vide. La chaîne cliquetait pendant que nous avancions dans le couloir, et je craignais à tout instant qu'on nous remarque. J'avais l'impression que nous étions aussi visibles que des pendus avec une corde autour du cou. Pourtant, personne ne fit attention à nous. Je commençai à me détendre lorsque le contrôle surgit soudain au bout du couloir. Avançant dans notre direction, il poinçonnait les tickets sans se presser, en bavardant avec les passagers. Bien sûr, nous aurions pu lui acheter des billets, mais je ne voulais pas qu'il voie Tim. Je voulais que personne ne le voie. Un seul regard trop perspicace sur lui, et ce ne serait plus un compartiment que nous aurions, mais une cellule. Ici, Tim. J'ouvris la porte du compartiment le plus proche et je le poussai à l'intérieur. Il n'y avait qu'un seul passager, ou plutôt, une passagère. Une jeune femme vêtue d'un élégant tailleur et d'un chemisier en soie. Elle avait l'allure d'une actrice ou d'une femme d'affaires au milieu de la mode. Bien qu'à peine plus âgée que Tim, on la sentait très sûre d'elle. Elle avait de longs cheveux blonds et le teint hâlé sous un maquillage discret. Le vert limpide de ses yeux évoquait les chats, les princesses égyptiennes et la sorcellerie. Elle était belle et le savait. Peut-être même en usait-elle. C'était le genre de personne qu'on ne s'attend pas à rencontrer dans un train, sauf si le train leur appartient. Bonjour, lança la jeune femme en abaissant le roman policier qu'elle était en train de lire. Son simple bonjour m'apprit quelque chose à son sujet. Elle n'était pas anglaise. Bonjour, répondit Tim d'une voix bizarre. Je glissai un regard vers mon frère. Ses joues étaient rouges et ses lèvres frémissantes. Je crus que le train lui avait donné mal au cœur, puis je réalisai qu'il souffrait d'un mal bien plus grave. Tim venait de tomber amoureux. Est-ce que ce libre est siège? Je veux dire, est-ce que ce siège est libre? Bredouilla-t-il. Oui, je suis seul, répondit la jeune femme. Notre présence ne vous dérange pas? Je suis ravi d'avoir de la compagnie, assura-t-elle avec un sourire. Tim et moi nous assîmes en face d'elle. Tim avait sa main sur mon genou. Il s'en aperçut et la retira brusquement. Cette fois, c'est ma main qui atterrit sur son genou. Vous êtes ensemble? S'enquit la jeune femme. Qui? Demanda Tim avec un sursaut. Oh, vous voulez dire nous deux? Oui, nous voyageons ensemble. Elle me jeta un regard amusé. Cette chaîne sert-elle de signal d'alarme ou bien voyagez-vous toujours comme ça? Donc, elle avait vu les menottes. Nous étions fichus. Je m'apprêtais à lui expliquer la situation lorsque je m'aperçus qu'elle ne montrait aucun signe de panique et ne paraissait même pas inquiète. Était-il possible qu'elle fût de notre côté? Une seconde plus tard, on frappa à la porte. Le contrôleur était arrivé devant notre compartiment. « Billets, s'il vous plaît !» Il avait dû crier ça des millions de fois. Les yeux de Tim se mirent à ramper par terre. Je me tournai vers la jeune femme, elle souriait. « Oui, vous feriez mieux de vous cacher sous les banquettes, » dit-elle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous n'avions plus le temps de discuter. Tim se jeta à plat ventre sous la banquette de la jeune femme, et moi, sous l'autre. La chaîne était tendue au milieu. Il fallait espérer que le contrôleur ne baisserait pas les yeux. La porte coulissante s'ouvrit. « Votre billet, mademoiselle, je vous en prie, » dit le contrôleur. « Le voici, » répondit la jeune femme en se levant.
Je vis sa jambe gainée de nylon se planter devant mes yeux. Ma mère n'avait jamais eu des jambes pareilles, ni des bas comme ça. Dans combien de temps arrivons-nous à Douvres questionna-t-elle. Dans une demi-heure. Répondit le contrôleur. Merci. Merci à vous. La porte se referma. Pendant que nous émergions de notre cachette, la jeune femme tira les rideaux de la fenêtre. Au même moment, une secousse ébranla le train. Nous quittions Victoria. L'inconnu reprit sa place et examina Tim avec un amusement non aiguisé. « Vous êtes Tim Diamant, n'est-ce pas ?» Tim acquiesça d'un simple hochement de tête. « J'ai vu votre photo au journal télévisé. Allons, asseyez-vous, je ne vais pas vous dénoncer. » Nous nous assîmes. Maintenant, je savais qu'elle était ni actrice ni femme d'affaires. Je devinais qu'elle avait une activité très spéciale. « Je m'appelle Charlotte Van Damme, poursuivit-elle. Je suis hollandaise et écrivain. J'écris des romans policiers. J'ai assisté à un colloque à Londres. Et maintenant, je rentre chez moi. »« Très original, » murmura Tim. Elle ne nous avait pas encore dit la seule chose qui m'importait. Si vous savez qui il est, pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Elle ignora ma question. « C'est votre frère ?» demanda Charlotte Van Damme à Tim. « Oui. »« Très bien, » dit-elle en me faisant face. « Je sais reconnaître un innocent quand j'en vois un, et votre frère a les plus beaux et les plus grands yeux innocents que j'ai jamais vus. »« Je vois, » murmurai-je. Ils sont assortis à son beau, innocent et grand esprit. Charlotte Van Damme ne m'entendit pas, ou feignit de ne pas m'entendre. « Dites-moi, Timothy, » reprit-elle en se tournant vers mon frère, « qu'est-ce qui vous amène à Douvres ?»« Eh bien, le train, » répondit-il, avec sa finesse habituelle. C'était une femme intelligente, et je crus qu'elle allait comprendre tout de suite que mon frère avait quelques boulons manquants, mais elle éclata de rire comme s'il avait sorti une boutade d'un humour irrésistible. « Vous êtes le genre d'homme que j'ai toujours désiré rencontrer, » ronronna-t-elle, « le genre d'homme que je décris dans mes romans. »« Pas étonnant qu'on n'ait jamais entendu parler de vos livres, » remarquai-je. Cette fois, Charlotte Van Damme m'entendit. Elle me jeta un regard ennuyé et je me dis que j'avais exagéré. Mais franchement, tout cela était ridicule. Tim était en train de se fourvoyer dans une de ces scènes sentimentales qui s'éternisent toujours dans les vieux films, avec une femme qu'il venait à peine de rencontrer, et moi qui étais attaché à son poignet. « J'aimerais savoir ce qui vous est arrivé, » reprit Charlotte Van Damme. « Pourquoi n'envoyez-vous pas votre petit frère dans le couloir ?»« Ça me convient tout à fait, » approuvai-je. « Nous pourrons refermer la porte, » suggéra Charlotte. « Ainsi, nous serons seuls. »« D'accord, je sors. » Je me levai. Tim dut se plaquer contre la cloison. « Vous savez où me trouver, » ajoutai-je, bien inutilement. Voilà donc où nous en étions. Tim, à l'intérieur du compartiment, contant ses aventures à sa nouvelle petite amie. Moi, debout dans le couloir, le bras dans le dos, séparé de mon frère par la porte coulissante. La chaîne empêchait qu'on la ferme complètement, mais la porte nous donnait malgré tout une vague illusion d'intimité. C'est alors qu'apparurent Snape et Boyle. Ils avaient dû sauter dans le train juste avant le départ. Ils avaient sans doute couru car ils transpiraient abondamment. Moi aussi, tout à coup, je me suis mis à transpirer. Mais il était hors de question que je cours. « Nick Diamant !» fanfaronna Snape. « Reste où tu es !»« Oh, bonjour, inspecteur Snape !» répondis-je en m'adossant contre la porte pour masquer mon bras. « Vous emmenez Boyle au bord de la mer ?» Boyle voulut plonger sur moi, mais le couloir était trop étroit et Snape lui bouchait le passage. Aussi se contenta-t-il de me foudroyer du regard par-dessus l'épaule de son patron. « Ne faites pas attention à lui, Boyle, » conseilla Snape en m'adressant un sourire. « Alors, mon garçon, je suppose que tu ignores où se trouve ton grand frère. » Je haussai les épaules, ce qui n'était guère facile avec un bras enchaîné derrière le dos. Snape dut remarquer mon malaise, car il baissa les yeux sur mon poignet. « Qu'est-ce que c'est ?»« Oh, un bracelet d'un style très original. »« C'est curieux, on dirait une menotte. » »« C'est ce qui fait son originalité. » Snape n'avait pas envie de rire. « Ça suffit, Diamant, assez de bêtises. »« Nous savons que ton frère est là-dedans, » grogna Boyle. « Oui, » reprit Snape. « Alors tu ferais bien de t'écarter pour nous laisser ouvrir la porte. » Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas prévenir Tim, ni courir, ni même bouger. « Très bien, » soupira Snape. « Écarte-le de notre chemin, Boyle. »
Boyle ricana et fit un pas vers moi. Une main s'abattit sur mon cou et je me sentis soulevé de terre. Puis le train s'enfonça dans un tunnel en sifflant, et tout devint noir.